RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN, Chloé Baduel. Bonjour à tous, vous êtes sur RCN 90.7 et on est dans l'émission Biodiversité avec Sylvain et Fanny. On va parler énergie renouvelable. On a pendant de nombreuses années utilisé les énergies dites fossiles comme le gaz, le pétrole ou le charbon. Ces énergies sont issues de plantes ou d'êtres vivants morts enfouis dans le sol depuis des millions d'années. Elles mettent des millions d'années à se former, ce qui signifie qu'elles sont limitées et non renouvelables. Le pétrole devient de plus en plus rare. Il représente un vrai enjeu du commerce international. Mais pendant une grande partie de son histoire, l'être humain n'utilisait que des énergies renouvelables. Ce n'est qu'à partir de la révolution industrielle où il a commencé à aller extraire des matières dans le sol, ce qui a nettement augmenté la consommation. Depuis la fin du XXe siècle, le monde se tourne vers les énergies renouvelables. La raison, la rareté du pétrole, les impacts climatiques de cette surconsommation et les accidents nucléaires comme Tchernobyl ou Fukushima. Vous l'aurez compris, la transition énergétique est une urgence vitale pour la planète, mais elle est loin d'être une réalité. De nombreux pays, à commencer par les États-Unis, cherchent de nouvelles sources d'énergie fossile, malgré leur responsabilité dans le réchauffement climatique. Alors, quel rôle jouent les énergies renouvelables aujourd'hui? Peut-on vraiment se passer des énergies fossiles? On va tenter de mettre ça un peu plus au clair et de répondre à ces questions aujourd'hui. Et je ne suis pas seule. Avec moi, il y a deux personnes autour de la table. Il y a Sylvain Ballan. Sylvain est un jeune homme impliqué envers la cause environnementale et envers le respect de la planète. Il fait partie de Lorraine Énergie Renouvelable. Il nous parlera de son engagement et apportera son savoir à l'émission. Merci d'être avec nous, Sylvain. De rien, bonjour. Il y a également Fanny. Fanny travaille aux côtés de la fédération Flore 54. Elle présentera l'info environnementale et une chronique qu'elle nous a concoctée. Mais elle est aussi venue en tant qu'invitée pour parler de la sortie d'un livre écrit par Flore 54. On en parle juste après. Bonjour Fanny. Salut Chloé. Il y a plein de choses qui arrivent dans l'émission Biodiversité. On revient juste après Personal Jesus de Dépêche Mode. Vous êtes sur RCN 90.7. Restez avec nous. Biodiversité sur RCN, Chloé Baduel. On est avec Fanny de la fédération Flore 54. Flore 54 vient de publier un livre sur la forêt de haies. Le titre exact, c'est La forêt de haies, protection d'un patrimoine remarquable. C'est ça? Ouais. Oui, c'est bien ça. C'est le titre. C'est bien ça. Ouais. Dis-nous tout, Fanny. Il y a quoi dans ce livre? Il parle de la forêt de haies, mais c'est quoi les sujets abordés? Alors, déjà dans ce livre, on parle de beaucoup de choses. On parle des paysages, de l'histoire, de la faune, de la flore. Vous pourrez découvrir tous les amphibiens, reptiliens, les insectes. Il y a même des crevettes en forêt de haies. Ah ouais? Oui. Okay. Donc, on aborde ces sujets-là. Donc, la biodiversité, les paysages, la faune, la flore, l'écosystème du sol, la gestion de la forêt, la gestion de l'eau, l'archéologie et l'histoire. Très bien, il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire, ouais. Et pourquoi avoir choisi cette forêt-là en particulier? Eh ben, en fait, on a choisi de faire classer la forêt de haies parce qu'il y avait beaucoup de projets impactants, notamment des sorties d'autoroutes qui auraient détruit des hectares et des hectares de forêt. Et il faut savoir qu'avant le classement de la forêt, du coup, la forêt a été classée en 2018. Et les 70 dernières années d'avant, il y a déjà près de 1000 hectares de forêt qui avaient été rasés. Et comme il y avait beaucoup de projets impactants qui auraient entraîné encore plus la perte d'encore plus d'hectares de forêt, ouais. On a souhaité la faire classer parce que c'est quand même un gros poumon vert qui participe à la protection thermique de toutes les villes alentours, parce qu'il y a quand même une vingtaine de communes autour de la forêt de haies, c'est près de 400 000 habitants. Et la forêt elle participe notamment aussi au fait de protéger la Meurthe et la Moselle. Et du coup, c'était tout ce patrimoine-là qu'on voulait préserver. Et puis, c'était surtout une question de qualité de vie aussi pour
pour la population locale. Oui, et Flore 54, justement, je crois que vous vous êtes mobilisés pour la sauvegarde de cette forêt. Il y a une bataille pour la classer en tant que forêt de protection, je crois. Oui, c'est ça. Pendant 12 ans, Flore 54 a bataillé sur le plan juridique pour faire classer la forêt en forêt de protection. Alors, une forêt de protection, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la juridiction qui permet le mieux de protéger une forêt. C'est-à-dire que ça permet d'éviter tout défrichement ou projet qui porterait atteinte à l'intégrité de la forêt. Donc maintenant, en fait, on peut presque plus y toucher, quoi. On peut pas faire de projet minier en forêt de haies. On peut pas décider de faire une nouvelle sortie d'autoroute qui couperait la forêt de haies. Ouais. Donc il y a une véritable protection, mais ça a quand même mis 12 ans et ça a été des tonnes de dossiers portés au ministère. Au départ, les associations étaient un petit peu seules et puis finalement, elles ont réussi à mobiliser les élus. Et au final, à la fin, ça a été un peu un consensus général. Plus personne n'était là pour dire que c'était une mauvaise idée de classer la forêt. Mais il a quand même fallu mobiliser pendant très longtemps avant d'y arriver. Sinon, elle serait peut-être plus là. Voilà. Ou en tout cas, il y aurait moins d'hectares. Et en fait, pour la petite histoire du livre, quand ils ont bataillé pour faire classer cette forêt, ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait aucun livre sur la forêt de haies et aucun document, en fait, rien du tout. Et du coup, à l'origine, on a souhaité sortir un petit livret d'une 60aine de pages, mais moins une 40aine. Et puis finalement, on a découvert des informations. Et ce petit projet qui devait durer 6 mois a pris 2 ans pour plus de 150 pages. 2 ans, ouais, c'est un énorme projet. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, vous avez trouvé comment justement toutes les infos ? Ça a dû être un travail énorme. On a interrogé beaucoup d'universitaires, de naturalistes, et ça a été un gros travail de graphisme aussi pour récupérer des photographies de toutes les espèces. Donc on a vraiment travaillé conjointement avec beaucoup de monde et ça a été un vrai travail participatif. Et le livre, je l'ai eu entre les mains, j'ai feuilleté un peu tout ça. On a un bel accord de couleurs et des belles photos. C'est qui s'est occupé de tout ça ? C'est vous, chez Flore 54 ? Vous avez tout fait ? On a travaillé avec un graphiste, donc on n'a pas tout fait nous-mêmes parce que c'est quand même un boulot de dingue et nous, on savait pas le faire. Mais en ce qui concerne la rédaction des textes, par contre, c'est entièrement Flore 54 et tout ce qui est supervisé, tout a été supervisé par Flore 54, oui. Ouais. Et l'éditeur, c'est la Gazette Lorraine, je crois. Oui, c'est bien ça. C'est ça, la Gazette Lorraine. Donc c'est un livre 100% lorrain, quoi. Absolument. Il a même été imprimé à Metz. Ah bah voilà. Et toi, Fanny, t'as travaillé à fond dessus aux côtés de Flore 54. Ça fait quoi de l'avoir terminé, de l'avoir enfin entre les mains ? T'es contente du résultat ? Ça fait plaisir. Je suis super fière d'avoir mon nom sur la couverture. En plus, la star. Et le résultat final vous plaît, il est très satisfaisant. Et on a réalisé notamment la première carte de la forêt de haies. Première vraie carte, avant il n'y en existait pas et c'est une très grande carte très bien faite. Et du coup, si vous voulez trouver le livre, il faut contacter l'association Flore 54 et il est au prix de 15 € hors frais d'envoi. Donc si vous voulez qu'on vous l'envoie, ça sera un petit peu plus cher. D'accord, du coup on contacte Flore 54, on envoie un petit message. Exactement, on a une page Facebook, un site internet, Flore 54. Très bien. Fanny, on va faire une transition parfaite vers l'actu environnementale. C'est tout de suite. Les États-Unis font leur grand retour. Après 4 ans d'ère Trump, Joe Biden se présente comme le nouveau leader écologiste. Le président démocrate a organisé un sommet virtuel sur le climat. Une 40aine de chefs d'État et des effets d'annonce. Canada, Brésil, Japon, Corée du Sud, chacun évoque sa petite ambition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En bref, des promesses et peu d'actions. En arrière-plan, les États-Unis et l'Union européenne se disputent surtout le leadership de la lutte contre le changement climatique. L'Europe aussi vient de revoir ses objectifs à la hausse, alors que la COP26 se tiendra en Écosse au mois de novembre. À côté de ça, les objectifs de l'accord de Paris signé en 2016 sont loin d'être tenus. Plus il y a d'oiseaux et de plantes, mieux on se sent. Un lien entre biodiversité élevée et santé mentale vient d'être établi par des chercheurs allemands. Une information intéressante alors que l'on a beaucoup parlé santé mentale et importance de s'aérer face à la crise sanitaire. Les espaces verts, eux aussi, joueraient un rôle important. A contrario, les chercheurs n'ont pas encore réussi à établir de véritables liens entre santé physique et biodiversité. Manger du faux pour de vrai, c'est le nouveau livre enquête qui vient de sortir. Signé conjointement par une journaliste et l'ONG Foodwatch, il expose des fraudes alimentaires pas jolies à voir. Huile d'olive sans olive, vendeurs de volailles qui trichent sur le label qualité, thon aux additifs interdits.
Le phénomène est massif et en constante augmentation. Le bio n'est pas épargné puisqu'un produit bio sur 12 ne l'est pas vraiment et de nombreuses fraudes aux appellations AOP. Ces fraudes alimentaires représenteraient un manque à gagner de 30 milliards d'euros par an pour les producteurs et entreprises françaises. Malheureusement, nous n'avons aucun moyen de savoir quel produit est concerné. Une loi et des contrôles pour plus de transparence ne semblent pas d'actualité. Puisqu'on parle supermarché, la fin des tickets de caisse imprimés, c'est pour bientôt. D'ici 2023, le Code de l'environnement prévoit leur suppression pour des tickets dématérialisés envoyés par mail. Les tickets de caisse, en bref, c'est 30 milliards de bouts de papier, soit 2,5 millions d'arbres abattus chaque année, alors qu'on a souvent tendance à le jeter directement à la poubelle. Mais ce n'est pas certain que ce soit si écolo que ça, quand on sait qu'envoyer un simple mail revient à laisser une ampoule allumée 24 heures. Le fameux Le Beau, le merveilleux et tant attendu livre sur la forêt de haies vient de sortir. Flore 54, association de défense de l'environnement, a travaillé dessus pendant 2 ans. On y parle faune, flore, forêt, eau, histoire, archéologie. Ce livre fait suite à 12 ans de bataille juridique pour faire classer la forêt de haies en forêt de protection, le plus haut statut de protection dans ce domaine. Il est vendu 15 €, vous pouvez l'obtenir en contactant l'association Flore 54. Et pour finir ces informations, une nouvelle marche pour le climat aura lieu ce samedi 9 mai à Nancy. Le rendez-vous est donné à 14h, place Simone Veil. Merci beaucoup Fanny. Tout de suite, on écoute Coming Home sur RCN et on revient avec Sylvain et Fanny. On va parler énergie renouvelable. Restez avec nous. Biodiversité sur RCN. Chloé Baduel. Les énergies renouvelables, on nous en parle, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est ? Aujourd'hui, on va essayer de comprendre et de reprendre tout depuis la base. Sylvain, une énergie renouvelable, c'est quoi ? Alors, c'est une énergie qu'on considère à l'échelle humaine comme inépuisable, parce qu'on pourrait considérer que le pétrole, c'est une énergie renouvelable, parce qu'un jour ou l'autre, elle se renouvellera, mais à notre échelle d'utilisation, on la considère comme non renouvelable, donc ça peut être plusieurs sources. On peut prendre l'hydroélectricité, enfin la source l'eau, avec les barrages hydroélectriques, qui sont dans le passé une ressource qu'on a énormément utilisée. Et puis après, il y a toutes celles qu'on connaît plutôt bien, le solaire, le vent, l'énergie de la marée, le bois énergie, donc tout ce qui est biomasse, etc. Il y en a 5, je crois, si je ne me trompe pas. Ça doit être ça, donc solaire, vent, biomasse, hydraulique que je viens de citer, et il m'en manque peut-être une. Ah, je me fais passer un test là. Voilà. Géothermique, ouais. Ah, géothermique. Mon collègue va me. Justement, oui, on les trouve dans la nature. Oui, on les trouve. Alors, chaque territoire a ses spécificités. On aura des territoires qui sont plus ou moins ensoleillés. Il suffit de regarder en France. On sait très bien où les gens vont passer leurs vacances. Il y a aussi le vent qui a vraiment des disparités. Quand on cherche à exploiter le vent, il faut vraiment avoir une source régulière et assez forte. Le bois, ben voilà, il suffit de regarder des forêts. On en parlait tout à l'heure avec l'intervention de Flore 54. Et puis la géothermie, là, pareil, vous avez des cartes, ne serait-ce que pour la France, qui établissent où sont les ressources géothermiques les plus intéressantes. Et c'est quoi les avantages des énergies renouvelables ? Alors, ça vient aussi avec leur disparité géographique, c'est-à-dire que chaque territoire a une carte à jouer, c'est-à-dire qu'on trouvera forcément une ressource renouvelable exploitée sur le territoire où on se trouve. Leur deuxième force, c'est qu'elles ont très peu d'impact pour la planète, en tout cas moins que les autres énergies. C'est un peu le nerf de la guerre, c'est de se dire on a des besoins en énergie, comment on va les couvrir de la manière la moins impactante possible. Chaque énergie a un impact de toute façon. Chercher à avoir une source d'énergie, qu'elle soit renouvelable ou pas, il y aura un impact dans sa façon de la fabriquer, sa façon de l'exploiter, sa maintenance. De toute façon, il y aura un impact, mais on va chercher à le limiter. Et pour ça, les énergies renouvelables sont très fortes. Et tu t'y intéresses de près. Je rappelle que tu fais partie de Lorraine Énergie Renouvelable. Qu'est-ce que vous y faites ? Alors, Lorraine Énergie Renouvelable, c'est une association qui est née il y a 15 ans sur le secteur de la communauté de communes de Vesouz en Piémont. Donc, c'est l'extrême est de la Meurthe-et-Moselle. Et là-bas, un territoire plutôt pionnier, on ne sait pas trop pourquoi. La première unité de méthanisation de France s'est installée là-bas. Un grand parc éolien s'est installé là-bas avec le financement participatif des habitants, 99 actionnaires. Ce qui fait qu'avec toutes ces initiatives, toutes ces visites, ça a alimenté plein de visites. Les gens étaient curieux, même les professionnels disaient « Mais comment que ça se fait que vous avez réussi, vous, là-bas ?»
Et il y a eu beaucoup de passages et les habitants de ce territoire se sont dit il faut qu'on crée une assoce pour faire visiter les gens. Et ils ont créé l'assoce avec un premier salarié pour faire visiter ce qui est devenu la route des énergies renouvelables. Et 15 ans après, l'association a bien grandi parce qu'on est 11 salariés, 3 stagiaires une stagiaire et 3 alternants. Ah oui, quand même. Voilà. Et toi, ton rôle, t'as un rôle précis dans l'association? Oui, je m'occupe du développement des énergies renouvelables qu'on qualifie de citoyennes. D'accord. Alors je disais, il y a plein d'inconvénients dans les énergies renouvelables comme dans plein d'énergies. Et moi, je fais le boulot, on va dire, le plus facile à faire parce que je développe les énergies renouvelables qui sont les plus acceptées par tout le monde. C'est celles qui impliquent les habitants, les élus. Demain, on peut devenir actionnaire, par exemple, des panneaux solaires qu'on mettrait sur le toit du bâtiment voisin. Et c'est ça qu'on essaie de développer avec les énergies renouvelables citoyennes. C'est celles où on peut devenir, on a notre mot à dire. Voilà. Et pourquoi avoir choisi de prendre cette voie et pas une autre? Alors c'est pas un choix, c'est un hasard. Mes études, c'est pas du tout dans l'énergie, donc il a fallu T'avais que je me fait quoi forme. de base? J'ai fait alors les dernières études, c'était conduite de projet et développement des territoires. Donc il y avait quand même un lien, mais on parlait quasiment pas d'énergie. C'était un master sur Nancy. Donc c'était plutôt de la méthodologie de conduite de projet, que ce soit pour l'industrie nucléaire ou pour la politique de la ville. C'est la même méthodologie. Et en fait, c'est en travaillant dans des collectivités qu'il y avait toujours un petit sujet énergie qui traînait par là. Et moi, c'est celui qui m'intéressait le plus. Donc, à force en 8 ans dans des collectivités, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse de plus en plus. Et après, j'ai fait un poste qui s'ouvrait sur l'association Lorraine Énergie Renouvelable. Et voilà, me voici ici. Et vous avez des actus, des projets qui arrivent? Oui. Alors, pareil, mes collègues vont me taper sur les doigts si je cite pas leur projet, mais on en a un en tout cas qui nous regroupe tous en ce moment, c'est essayer de rénover notre siège social, notre siège à Blamont. Et pour ça, on a fait un petit coup de pub qui est, en termes d'impact, ridicule, mais en termes de mobilisation très intéressant. On collecte des bouchons de liège pour isoler notre bâtiment. Donc, on essaie de faire d'un déchet une ressource. Va falloir boire. Je peux vous aider si vous voulez. La collecte, ça marche bien dans ces temps de confinement. Voilà, on collecte des bouchons en liège. Donc maintenant, je crois qu'on a signé très récemment un partenariat avec justement l'agglomération. Donc il y a dans les déchetteries des collectes de bouchons en liège. Ouais. Sinon, vous pouvez nous contacter directement. On récupère tout type de matériaux isolants, des chutes de matériaux isolants pour rénover ce bâtiment. Voilà pour l'aspect plutôt bénévolat dans l'association. Et sinon, dans les projets, on a bien sûr des projets d'énergie renouvelable citoyens qu'on accompagne. Oui. On peut citer la centrale villageoise de Vesouz-en-Piémont. Donc, c'est un collectif d'habitants qui cherchent des toitures. Ils trouvent un accord avec le propriétaire, ils y mettent des panneaux. Ils proposent aux voisins d'investir dans ces panneaux parce qu'il faut débourser de l'argent pour installer les panneaux solaires. Et en revendant l'électricité, ils remboursent les actionnaires. Enfin, en tout cas, ils leur permettent d'avoir un peu de dividendes, même si c'est sur des échelles assez longues. C'est plutôt des passionnés qui y vont, plutôt que des gens qui cherchent à entretenir un bas de laine pour la retraite. Et on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux si on veut avoir plus d'infos, peut-être? Oui, alors on y est assez peu présent, mais on a quand même une page Facebook. D'accord. Il y a une page Facebook donc, pour l'association Lorraine Énergie Renouvelable et pour le réseau que j'anime. C'est un autre nom, c'est le réseau GECLAIR, qui veut dire Grand Est citoyen et local d'énergie renouvelable. Donc on peut trouver les 2 pages Facebook là et bien sûr un site internet. Parfait. Et tu penses que les catastrophes qui se passent, comme la crise sanitaire par exemple, ce qu'on vit en ce moment, ça peut aider à faire bouger les choses et à faire comprendre que la sauvegarde de la planète, c'est urgent? Oui. Alors si je suis optimiste, oui. Au premier confinement, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Ouais. Et maintenant, je serais plus sceptique, c'est-à-dire que ça commence à être un quotidien, cette crise sanitaire. On sait qu'on y replongera tôt ou tard. Et en fait, dans les paroles que j'entends, j'ai plutôt l'impression d'entendre des gens qui disent vivement qu'on revienne à la normale. Et j'aimais bien, je ne sais plus si c'était Greenpeace ou je ne sais quelle association qui disait le retour à la normale, c'est plutôt l'anormal, notre quotidien en fait. Il est totalement anormal parce qu'on fonce dans le mur. Donc en fait, quand j'entends les gens dire on aimerait bien retourner à la normale, moi je dis oui, c'est vraiment anormal cette situation. Ouais. Même si c'est sûr qu'on veut pouvoir avoir du lien social bien plus développé que tous confinés dans nos appartements. En tout cas, vivre comme on le vivait, c'est clairement aller droit dans le mur. Donc, si c'est pour retourner comme avant... C'est clair. Et en France, est-ce qu'on est considéré comme étant en avance vis-à-vis de la transition vers le renouvelable? À l'échelle internationale,
J'aurais tendance à dire non, mais au pire, ça sera pour motiver nos politiques publiques. En fait, pareil, ça va dépendre beaucoup des disparités régionales. Donc, si on prend à grande échelle, on peut prendre des pays du Nord, comme je crois l'Islande, qui a énormément de ressources géothermiques. Ouais. Donc, eux, la plupart de leur consommation sur leur territoire vient de leurs propres ressources, sans importer des matériaux comme du pétrole, du gaz. Donc, parce qu'ils ont une forte production locale. Mais après, nous, quand on parle d'énergie, il faut bien faire cette distinction entre l'énergie électrique et les autres énergies. En fait, pour se déplacer, on utilise beaucoup nos voitures, nos véhicules, donc c'est une source d'énergie fossile, comme le pétrole. On utilise le gaz pour se chauffer, on utilise le charbon pour se chauffer ou pour faire tourner des centrales qui vont produire de l'électricité. Et en fait, ça, on va le consommer et c'est ça qui va avoir un impact carbone. C'est ça vraiment qu'il faut limiter. Et à côté de ça, on a vraiment une source d'énergie qui est, elle, l'électricité. Et qui, elle, en France, on a cette image du tout nucléaire. Mais c'est que pour cette infime partie de l'énergie qu'on consomme en France, c'est pour l'électricité. Et c'est là qu'on a à la fois des renouvelables et du nucléaire. Principalement, le charbon, c'est vraiment dérisoire dans le reste qu'on a. Et c'est ce volet, il faut bien distinguer les deux types d'énergie. On a l'électricité et toutes les autres consommations. Et il faut s'attaquer de toute façon aux deux volets à fond, quoi. Ouais, et justement, tu as parlé un peu de pays du nord de l'Europe. C'est eux les plus en avance? Alors, j'aurais du mal à répondre là, sur les chiffres à l'échelle internationale, parce que je sais que par exemple le pays, je crois que c'est la Norvège, a énormément de ressources en pétrole, et du coup, pareil, eux, quand ils font un bras de fer commercial avec d'autres pays, ils se retrouvent à dire, nous, notre électricité est pas chère, mais forcément, avec leur balance commerciale, ils revendent beaucoup de pétrole, ils l'ont pas cher, donc c'est assez faussé avec la façon dont on exploite nos propres ressources. Je m'intéresse beaucoup plus sur cette question des énergies renouvelables, au fait qu'on surconsomme quoi qu'il arrive. De tous les pays, par contre, ça, on est très mauvais là-dessus. On est tous des gros consommateurs, on isole peu nos bâtiments, on utilise tous un véhicule qui fait 1,5 tonne pour faire 10 km, 20 km. Donc c'est plutôt là où se situe le nerf de la guerre, parce que toutes ces énergies, toutes ces sources de consommation, de toute façon, on n'arrivera pas à les combler à l'état actuel avec 100% de NR. C'est-à-dire que même les scénarios les plus optimistes qu'on défend avec notre association, comme le scénario Négawatt, montre que c'est le mix énergétique qu'on arrive à faire 100% en énergie renouvelable, mais par contre, on ne pourra pas remplacer toutes nos consommations à l'heure actuelle par de l'électricité. Ça serait mettre des éoliennes tous les 10 mètres, des panneaux solaires sur tous les sols où on ne marche pas et où on ne vit pas. Donc c'est vraiment la question de limiter nos consommations, les diminuer, et ensuite, quand on n'aura plus que ça à consommer, plus que ce reliquat, on pourra le couvrir par des énergies renouvelables. Et on n'est pas là pour faire de la politique, mais est-ce que tu as l'impression, enfin en tout cas dans votre association, vous vous sentez aidé par les collectivités, par l'État? C'est jamais oui ou non, hein. C'est oui et non. Oui, parce que beaucoup de nos salariés dépendent d'aides publiques, de fonds. Par exemple, moi, mon salaire, le financement de mon poste, est assuré en partie par la région, en partie par l'ADEME, donc des fonds qui viennent soit de l'État, soit de politiques locales, en partie. Après, des fois, on cherche nous-mêmes les fonds avec des bénévoles, des collectivités qu'on accompagne. Mais par contre, on sent qu'il y a vraiment un grand écart entre les objectifs et la réalité de terrain. C'est-à-dire que je voyais encore dans une newsletter qui paraît régulièrement, je crois que c'est Actu Environnement, où les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est quand même un cahier des charges que l'État se fixe lui-même, en disant on va atteindre tel objectif. Eh ben, je ne sais plus le chiffre, je ne vous ai pas dû dire n'importe quoi, mais je crois qu'on est 5 fois en dessous du développement du solaire en France en seulement 5 ans. Donc on a un retard considérable. Ouais. Les énergies renouvelables sont présentes en France, mais elles peuvent l'être encore plus. Nous sommes à un moment crucial où l'on doit trouver des alternatives à la hauteur et surtout moins polluantes. Restez avec nous, on revient juste après le nouveau single de Clara Luciani. Ça s'appelle Le Reste et c'est sur RCN 90.7. Biodiversité sur RCN, Chloé Baduel. Dans un monde parfait, il n'y aurait que des énergies renouvelables. Mais on va pas se mentir, la réalité est un peu différente. On va parler de l'envers du décor dans cette deuxième partie et de la suite à envisager dans les années à venir.
Sylvain, c'est suffisant de se dire qu'on peut vivre uniquement avec les énergies renouvelables qu'on a aujourd'hui ? On l'a un peu abordé tout à l'heure, non, on consomme déjà beaucoup trop d'énergie, donc même avec celle existante, on ne couvrirait pas nos besoins actuels, même en faisant appel à la sobriété et l'efficacité. Donc non, il faut les développer, mais ce n'est pas sans conséquence aussi pour les territoires et l'acceptabilité des habitants. Justement, j'ai un chiffre, on fait des progrès, mais celui-là, il fait plutôt mal. Aujourd'hui, la consommation d'énergie dans le monde, elle se fait à 80% avec des énergies fossiles. C'est énorme encore. On voit la marge de progression, on a du boulot. Et est-ce qu'on peut se passer des énergies fossiles ? C'est possible d'être à 100% renouvelable ? J'ai toujours tendance à répondre, ça dépend ce qu'on consomme. Là, dans notre système actuel, dans notre façon de fonctionner, c'est clair que non. Je prends mon exemple, mon premier boulot, c'était à 60 km de chez moi. Donc, même si je voudrais couvrir avec un véhicule électrique, pareil, on irait à nouveau droit dans le mur. Donc, c'est tous ces sujets-là qui rendent l'attrait pour le sujet, mais c'est aussi le problème très complexe, c'est-à-dire que ça va impliquer des politiques d'aménagement urbain, ça va impliquer de refondre un peu la société pour éviter d'avoir tout le temps besoin d'énergie. Et c'est quoi les effets négatifs, par exemple, quand on extrait du pétrole ? Le premier, c'est celui qu'on a dans toutes les bouches et dans toutes les émissions, c'est le réchauffement climatique. Donc, le fait d'avoir un climat déréglé et des conséquences dramatiques qu'on a du mal à s'approprier parce qu'elles sont souvent lointaines et à long terme. On sait déjà que même si on arrêtait demain, on appuyait par une opération magique sur le bouton off, le réchauffement climatique, il est emballé pendant déjà 20 ans. On sait déjà que les conséquences, il y a une inertie en fait dans la mécanique. Et c'est pour ça que c'est compliqué de mobiliser, parce qu'il faut convaincre les gens d'arrêter, tout en ne ressentant pas l'urgence. C'est-à-dire qu'on sait que ça sera dans 20 ans que les plus gros impacts arriveront, alors qu'ils existent déjà, sauf qu'on a du mal à les sentir. Mais vous avez tous entendu parler du fait qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de pluie, que les agriculteurs ont du mal avec les conditions météo. Si on va regarder dans les autres pays, on voit que les cultures baissent, qui génèrent beaucoup moins d'activité pour eux, des famines, des déplacements de population. En fait, tout est lié. À chaque fois, quand on parle d'environnement et de climat, tout est lié. Ouais, c'est un genre de cercle vicieux un peu. Oui, oui. Parce que ça a aussi un impact sur la santé, ça... Allez, j'ai un petit peu oublié de mentionner quand même la pollution de l'air, quand même, qui fait je ne sais plus combien de morts, mais j'ai entendu le chiffre comparé à notre épisode tragique du Covid. On est à peu près à l'équivalent en un an de morts liées de morts. C'est la deuxième cause de mortalité évitable, je crois, la pollution de l'air. Ça fait plus de morts que l'alcool tous les ans. Et du coup, ça, pareil, c'est pas tangible parce que on le voit pas tous les jours à la radio, aux infos, mais on a l'impression que ça sera un avenir sans ces énergies et un peu le retour à la bougie et à une vie dans une grotte. Mais en fait, on n'en voit pas aussi tous les bénéfices. Et puis, le fait de se réinventer une histoire, c'est compliqué. Quand on est emballé dans un système, dans une mécanique, en sortir et avoir un autre imaginaire, c'est tous les films demain, après-demain qui essayent de raconter ça. C'est le fait de pouvoir se raconter une autre histoire pour avoir envie d'y aller. Et ça, c'est compliqué dans la tête de chacun, emballé dans notre quotidien. Et tu penses qu'il y a aussi l'aspect financier qui entre en jeu quand on veut se mettre au renouvelable ? Est-ce que ça coûte cher ? C'est une question un peu... Ça, on le voit beaucoup avec les personnes qu'on accompagne. On accompagne beaucoup de particuliers pour rénover leur maison, isoler, mettre des panneaux solaires. C'est la plupart de nos activités, c'est accompagner les particuliers, surtout qu'il y a beaucoup d'arnaques, d'isolation à 1 euro, qui parfois ne fonctionnent pas si bien que ça. Alors des fois ça marche, mais des fois ça marche pas. Et donc la question vient très vite. Les gens, on arrive assez rapidement à cerner si les gens souhaitent mettre des panneaux solaires plutôt pour avoir une notion de contribuer à la transition énergétique, être un peu plus autonome, ou si c'est clairement un placement financier. Et là-dessus, il y a tout type de réponse. Pour une installation photovoltaïque, si on prend un exemple concret, sur un pavillon, les gens rentreront dans leur argent, amortiront à peu près l'installation en 10 à 14 ans chez nous, sachant que le prix est garanti pendant 20 ans. Donc on va dire que pendant 6 ans, vous êtes sûr de faire un gain financier. Et après, chaque sujet est différent. C'est-à-dire installer un poêle à pellets, un poêle à bûche, ça dépendra de la façon dont vous allez vous alimenter en bois, de la consommation de votre maison, et puis de surtout l'énergie que vous allez
supprimée. C'est-à-dire si avant vous aviez avec une fuel au propane, gaz ou une fuel, une cuve de fuel, là c'est clair que vous allez avoir des économies sur votre porte-monnaie, sur votre facture énergétique. Et tu parlais des particuliers. Et justement, c'est à qui de prendre les devants, à l'État ou aux citoyens? Ouais, je pense qu'on a tout le temps d'attendre. Ouais, carrément. Il faut vraiment que tout le monde s'y mette. On a je crois, il y a un youtubeur connu, qui dit ça commence par moi. Son livre, je ne sais plus, qui explique les petits gestes, les éco-gestes du quotidien. Et là, une étude récente a montré que dans la transition énergétique, c'était 30% de la solution. Donc on voit qu'on a beau renvoyer la faute souvent sur les habitants, les citoyens qui ne consomment pas de manière vertueuse, qui n'installent pas des panneaux chez eux, de toute façon, ils n'ont que 30% de la clé de la réussite. Mais c'est 30% qui créeront peut-être un basculement. C'est-à-dire que faut pas attendre que les autres le fassent pour nous. Faisons-le. Une fois qu'on a fait notre part du contrat, on pourra exiger aux autres d'en faire autant. Et il y a aussi l'envers du décor, c'est-à-dire qu'on veut trouver des alternatives, mais pas toujours très écolo. Je pense que ça va te dire quelque chose. Ce qu'on appelle énergie fossile non conventionnelle. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, comme le gaz de schiste ou le pétrole de schiste. Ah oui, alors là, on est toujours dans des solutions qui vont impacter l'environnement de manière considérable. On repousse les réserves toujours plus loin en allant chercher toujours plus profond du pétrole, du gaz, et en impactant, alors là, pour le fait de manière définitive des territoires, qui se retrouvent des paysages dévisagés, des gens qui vont travailler sur un secteur, mais de manière très concentrée, c'est-à-dire que tous les emplois vont être concentrés sur un seul secteur. Donc on a l'impression de créer de l'emploi, l'impression de faire vivre une ville. Et une fois qu'on a épuisé la ressource sur ce secteur-là, on part et il n'y a plus qu'un désert, quoi. Et en plus, on a souvent impacté le sol. Et du coup, après, même si on voudrait reprendre une vie avec de l'activité agricole, de toute façon, on a pollué les sols. Donc on a vraiment joué sur tous les mauvais plans, on pourrait dire. Là, j'ai du mal à voir comment on pourrait défendre ça. Et comment on peut imaginer la suite? Qu'est-ce qu'on doit faire pour justement avancer? Je pense que la première chose à faire, c'est s'informer. C'est déjà à prendre conscience des choses, s'intéresser. C'est dur d'avoir des discussions. Moi, ça fait donc à peu près 8 ans que ça m'intéresse, mais que j'en ai pas fait mon métier. Ça fait 2 ans et demi que je m'y intéresse et j'ai toujours l'impression d'avoir beaucoup de questions sans réponse. Alors quand je discute avec un voisin que je croise et que je discute avec un ami, que je discute dans mon club de foot et qu'on parle d'énergie renouvelable, je me dis il faut y aller doucement, il ne faut pas que je vienne avec mes 8 ans d'intérêt pour le sujet. C'est toujours difficile de partir de rien ou d'un intérêt léger sur le sujet et de faire son cheminement jusqu'à se dire ok, c'est quelque chose d'important. Et surtout, donc cette information, je pense que plus on est informé, moins une évolution de la société nous paraît comme une contrainte. Moi, je dis toujours au début, ça m'embêtait d'aller acheter mes habits dans une boutique où on vend des trucs avec des fibres écolo, faits par des salariés en France. Au début, ça m'embêtait. Mais plus je me suis renseigné, plus j'ai vu aussi des images choquantes, des choses qui me disent, mais voilà, je cautionne un peu ça à chaque achat. Et aussi, plus mon niveau de vie a augmenté. Hein, faut pas se voiler la face. Quand j'étais étudiant, c'était aussi plus compliqué d'aller acheter un jean respectueux de l'environnement. Mais en fait, c'est plus devenu un effort, c'est devenu une satisfaction. C'est-à-dire maintenant que je sais ce que ça implique vraiment, j'en suis un peu content de mon jean de je ne sais quelle marque, du coin. Et donc, plus on s'informe, pour moi, moins la contrainte devient importante. Ça devient naturel d'agir comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'actions de sensibilisation à faire. On le voit avec la route des énergies renouvelables. Hein. Quand on fait visiter le parc éolien, par exemple, aux gens, ils n'ont plus du tout la même approche. Ils se posent toutes des questions qu'ils n'osent même pas dire. Ils sont face à une assoce qui défend a priori le sujet, alors qu'on a aussi plein de critiques sur l'éolien. Hein. Justement, je pensais aux critiques. Il y a pas mal de gens qui sont contre les éoliennes, par exemple, pour le bruit ou pour le fait que ça rende le paysage un peu moins beau. Tu penses que ça peut être un frein? Ah c'est clairement un frein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup de boulot en ce moment. C'est parce que les gens se rendent compte que si on n'implique pas les gens dans le développement de ces énergies renouvelables, si on leur impose, du jour au lendemain, vous ouvrez vos volets, il y a un parc éolien devant chez vous, vous n'avez rien demandé. Forcément que vous allez dire, à moins que vous aimiez les éoliennes, mais sinon, vous dire, j'ai rien demandé et j'ai un parc éolien en face de chez moi. Et donc en ce moment, on travaille beaucoup sur ces projets pour faire en sorte que les gens prennent conscience que c'est important d'en mettre un chez eux,
prennent conscience qu'on ne leur impose pas, il y a lieu à discussion. En tout cas, ils ont un levier d'action sur ce projet et qu'à la fin, en plus, ils peuvent en être en partie propriétaires, pardon. Et donc ça, c'est faire accepter ces projets, les faire co-construire par les habitants, c'est super important. C'est comme ça qu'on réussira la transition énergétique et qu'on arrivera à augmenter notre production d'énergie renouvelable. Sinon, ça sera impossible d'imposer aux gens. Au bout d'un moment, on ne pourra plus. Les gens manifesteront et diront non à tout ce qu'on voudra installer après. Et donc, ces énergies renouvelables, nous, on encourage à ce qu'elles soient le plus citoyennes possible. C'est-à-dire qu'on en profite pour faire un volet de sensibilisation. Ouais. Et on en profite pour dire chez vous, imaginons que vous partagiez ces convictions sur le fait qu'il faut développer les ENR. Eh ben, est-ce que vous avez du vent ? Est-ce que vous avez du soleil ? Est-ce que vous avez... Voilà, et on fait un peu carte sur table, voir qu'est-ce qu'ils peuvent développer chez eux, qu'est-ce qu'ils veulent développer, en disant, voilà, les panneaux, c'est plutôt accepté. Par contre, pour faire la production d'une éolienne, il va falloir en mettre beaucoup, beaucoup des panneaux. Donc, c'est toujours une question d'impact et d'acceptabilité. Et par exemple, le paysage, on voit aussi des gens qui nous disent qu'ils adorent leur parc éolien. Alors, on en voit un peu moins parce qu'ils le crient moins, je pense. Oui. Mais voilà, une éolienne qui est citoyenne, pour moi, elle est plus jolie qu'une éolienne industrielle. En tout cas. Oui. Un tas de choses existent, les chercheurs continuent de trouver des solutions. Le temps est compté et ce n'est pas uniquement à la France d'intervenir, mais c'est au monde entier de changer sa façon de concevoir la consommation. Le secret, c'est donc d'agir ensemble et d'adopter les bons gestes. Restez avec nous sur RCN, on revient avec la chronique de Fanny, mais c'est juste après Rex Orange County. Biodiversité sur RCN. Chloé Baduel. Fanny, il me semble que tu nous as préparé un petit vrai ou faux, c'est ça ? Tout à fait, un petit vrai ou faux, des petites questions sur le nucléaire afin d'en savoir un peu plus. Alors je vais vous poser des questions et vous allez me dire ce que vous pensez être les réponses. Vous êtes prêts pour la première question ? Allez. Alors quel est le pays qui compte le plus de réacteurs nucléaires ? Le Japon, les États-Unis ou la France ? Réacteur nucléaire. Je pense que c'est la France. Je sais pas pourquoi. Ouais. Feeling. Le Japon, je vois pas, vu la densité et la surface qu'ils ont au sol. Je dirais, pareil, la France. Eh bien non, c'est les États-Unis. Ils sont incontestablement le leader mondial du nucléaire, avec près de 100 réacteurs. En seconde position, la France, avec 58 réacteurs. Ces réacteurs-là réalisent 75% de la production annuelle d'électricité dans notre bel hexagone. Et suivent ensuite sur le podium la Chine, la Russie et le Japon. Ensuite, deuxième question. Quand a-t-on commencé le nucléaire en France ? Oula, tu donnes pas de réponse ? Non, okay. je vous laisse vous débrouiller. Déjà avec les réponses, on n'a pas eu la bonne réponse. Alors, puis en plus, ça dépend de quel nucléaire. Parce qu'il y a le avant la Seconde Guerre mondiale ou après la Seconde Guerre mondiale ? Alors, avant, pour développement militaire déjà. Oui, c'est tout à fait logique. Et ensuite, oui, donc la recherche sur le nucléaire, elle a commencé bien avant la Seconde Guerre mondiale, notamment avec les travaux de Pierre et Marie Curie. Après les explosions de Hiroshima et Nagasaki en 1945, le général de Gaulle a créé le commissariat à l'énergie atomique. En 1956, le premier réacteur expérimental voit le jour et à partir de 1966, des réacteurs civils d'EDF sont mis en service. Et ensuite, dernière question, le nucléaire est-il une énergie propre ? La fameuse question. C'est la question qui fait débat alors qu'on est d'accord sur tout le reste, c'est-à-dire il faut éviter de consommer de l'énergie, mais en fait elle a, comme d'habitude, chaque énergie a un impact. Le cycle, il suffit de regarder le cycle pour produire notre kilowattheure de nucléaire. On va avoir extrait des matériaux, donc les matériaux on les extrait pas par une opération magique. On prend à la fois des machines, à la fois des ressources sociales qui sont parfois dramatiques dans les pays là, où on va extraire les minerais. Et puis, une centrale n'arrive pas non plus par magie sur un territoire. C'est beaucoup de béton. Donc sur l'impact environnemental, c'est pas très intéressant. Et sur l'impact carbone, c'est intéressant. Et oui, en effet, c'est bien vrai tout ce que vous venez de dire. Mais oui, le nucléaire est une des énergies les plus polluantes, même si elle émet peu de CO2. Ces effets ne sont pas contrôlables dans le temps. Chaque année, 23 000 mètres cubes de déchets nucléaires sont produits. Ces déchets sont hautement radioactifs et ils resteront plusieurs milliers d'années. Mais le nucléaire, c'est aussi une énergie très dangereuse, comme l'ont montré les accidents de Tchernobyl ou Fukushima.
Et de plus, le nucléaire a un coût très important qu'on a souvent tendance à minimiser, car on n'y intègre pas le démantèlement des centrales qui va coûter des centaines de milliards d'euros et on ne sait toujours pas qui va payer. Le tout en sachant que les installations nucléaires sont vieillissantes en France. 2/3 des réacteurs approchent de la date de durée de vie pour laquelle ils ont été construits. Et enfin, pour finir, le discours majoritaire, notamment du gouvernement, consiste à opposer le nucléaire aux énergies fossiles car il produit moins d'émissions de gaz à effet de serre, donc il serait une énergie propre, mais avec tout ce qu'on vient de dire, on voit bien qu'on est en train de remplacer un problème par un autre. Merci Fanny, on dormira moins bête grâce à toi. Ouais, encore des bonnes nouvelles. Biodiversité, c'est déjà fini. Ça passe vite comme à chaque fois. Merci à Sylvain Balland d'avoir été présent en studio avec nous. Il fait partie de l'association Lorraine Énergie Renouvelable. N'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook de RCN. On vous mettra toutes les infos pour connaître un peu plus en détail les actions de l'association. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous, Sylvain. Merci. Merci à vous. Je tiens aussi à remercier Fanny de Flore 54. C'était sa dernière sur biodiversité. Ça a été super de partager l'émission à tes côtés. Tu reviens quand tu veux, Fanny. Merci pour tout, Chloé. Et n'oubliez pas, Flore 54 sort son livre sur la forêt de haies. Ne ratez pas ça, ça vaut le coup d'œil. Excusez-moi. Merci à notre super technicien Cyril pour son travail de qualité, comme toujours. Et merci à vous d'avoir écouté Biodiversité. On va se quitter en musique avec Jimi Hendrix. On revient très vite sur RCN. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. RCN, www.rcn-radio.org